C'est pas pensable de pouvoir faire de l'assistance, d'aider quelqu'un dans sa sexualité si on n'a pas réfléchi sur la propre vie sexuelle. Nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Lorenzo Fumagalli. Bonsoir. Alors Lorenzo, votre témoignage met en lumière l'un des derniers grands tabous de notre société, la sexualité des handicapés. Et, question corollaire, faut-il créer en France un statut d'assistant sexuel pour les handicapés, comme c'est le cas en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suisse? Vous êtes suisse? Oui. Vous vivez à Zurich, vous êtes donc ostéopathe et également assistant sexuel. C'est ça. Madame Bachelot s'oppose à ce que ça soit créé en France. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Lorenzo, rebonsoir. Vous avez 49 ans, vous êtes marié, père de 2 garçons de 20 et 22 ans. Vous êtes ostéopathe dans la banlieue de Zurich et depuis quelques années, vous êtes également assistant sexuel. Comment et pourquoi un père de famille passionné de jazz a décidé de devenir un jour assistant sexuel? Quel impact cette activité a eu sur vos proches? Et surtout, en quoi consiste l'assistance sexuelle? Nous allons tenter de répondre à ces questions. Vous êtes né le 20 mai 1961 dans le sud de la Suisse. Premières années à Milan, Ça, où votre père travaille pour la Swissair. Ouais. Ensuite, il est muté à Bangkok quand vous avez 2 ans. Vous y restez 6 ans et donc vous avez 8 ans quand vous revenez en Suisse à Lugano. Ouais. L'école ne vous passionne pas, seule la musique vous intéresse. Et malgré la pression de vos parents, vous entrez à 20 ans au conservatoire de jazz de Berne. Alors en 1981, vous rencontrez Karine, que vous épouserez et qui deviendra la mère de vos 2 enfants. Là, vous faites un petit boulot à l'aéroport de Zurich. Vous vous cherchez à cette époque-là. Et un jour, vous listez vos ambitions sur une feuille de papier. Vous mettez 1, ébéniste, 2, pilote de ligne, 3, ostéopathe. Et vous serez ébéniste pendant 16 ans. Oui, un grand bonheur. J'ai pu travailler dans une ferme qu'on a achetée. Et le grand bonheur, c'était celui de pouvoir combiner le travail avec l'éducation des enfants. Jusqu'au jour où vos enfants ont rendez-vous avec une conseillère d'orientation. Et là, votre femme Karine et vous en profitez pour faire une sorte de bilan de compétences. Vous posez la question de votre devenir. On vous dit... vous manquez de contact humain. Il me dit, entre les choses que je pourrais faire, ça serait une activité comme masseur, ostéopathe. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que là, je me suis dit, j'avais une fois déjà une... C'était la troisième ligne de votre papier. Ouais. Là, vous allez prendre 4 ans de cours et ouvrir un cabinet d'ostéopathie. Voilà. Ouais. Et un jour, en lisant le journal, vous tombez sur un article où il est question de la sexualité des handicapés. C'est une association qui s'appelle Pro Infirmis, qui est spécialisée là-dedans, et qui lance un programme de formation d'assistants sexuels. Et là, vous vous rendez compte que vous avez un ami handicapé qui s'appelle Hans, un ébéniste, et vous n'avez jamais pensé à sa sexualité jusqu'à ce jour-là, finalement. Non, je peux peut-être même me gêner de ça, mais c'est la réalité. Alors, le soir, votre femme vous tend un article, et elle vous dit, tiens, lis ça, ça serait bien pour toi. Et c'est le même article. Oui, ça c'est vraiment une chose qui émotionnellement, c'était très fort parce que je me suis rendu compte de la valeur de Karine qui me donnait la possibilité de faire quelque chose dont je me sentais très, très capable, en fait. Alors, Karine le soutient. Vos enfants l'accepteront assez facilement. Même si pour le plus petit, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, oui. Oui, il faut qu'un jour, il y ait quelqu'un qui lui dise « Que fait ton père, c'est formidable », pour qu'il l'accepte réellement, en fait. C'est ça, oui. Il avait un peu honte, quoi. Oui, bien sûr. Mais maintenant, on en parle très ouvertement et c'est pas de problème. Hein. Alors, ce programme, il y a 300 candidats. Il y en a 10 qui sont retenus, dont vous. Voilà. Ouais. Et alors là commence la formation. C'est-à-dire que d'abord, il faut faire le point sur votre propre sexualité. C'est pas pensable de
de pouvoir faire de l'assistance, d'aider quelqu'un dans sa sexualité, si on n'a pas réfléchi sur la propre vie sexuelle. C'est vraiment une biographie sexuelle qu'on a fait. Ensuite, il y a l'étude des différents types de handicap. Oui. Il y en a beaucoup. C'est ça. C'est impossible de tous les étudier. C'est même pas à la fin important de connaître tous les mécaniques des handicaps. Ouais. Alors, c'est finalement en 2004 que vous obtenez votre diplôme d'assistant sexuel. Oui. Donc voilà. La première assistance que vous faites, c'est avec une Italienne atteinte d'amyotrophie. Vous avez rendez-vous avec elle dans un hôtel. C'est ça, oui. Vous aviez le trac en y allant? Ben oui, bien sûr. Oui. C'était quand même la première fois pour moi, une expérience, en fait, même gigantesque. Hein. C'est vraiment le moment pratique. Hein. Alors, vous lui faites quoi? Vous lui faites des caresses érotiques, quoi, c'est ça, hein? Oui, bon, moi, je fais ce que le client ou la cliente désire. Oui. Hein, ça, c'est très important. Je fais pas plus. Et si j'arrive à gérer les vœux des clients, alors ça part, oui. Oui, là, ça s'est bien passé. Donc, caresses érotiques sur le dos, les seins, l'entrejambe. Ouais. Elle était contente? Oui, absolument, oui. Prix 150 €. J'ai aussi un tarif social s'il y a des personnes qui n'ont pas des moyens. Ouais. Dans le monde des handicapés, il y a des riches et des moins riches comme partout. Bien sûr. Alors, c'est un art très spécial, hein, parce que vous dites parfois il faut un quart d'heure pour enlever un pantalon, quoi. C'est des gens qui sont handicapés. Mais il n'y a aucune gêne s'il faut du temps pour... Ne serait-ce que pour se déshabiller. Ouais. Absolument pas, absolument. Alors, ce que vous faites, c'est des caresses superficielles. Hein. Il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de sexe oral. C'est ça. Les limites que vous avez dit, c'est ceux que moi j'ai posés. Ouais. Mais chacun fait comme il veut. D'accord. Alors, le plus important, évidemment, c'est l'inventivité et l'empathie et le cœur qu'on y met, finalement. Oui, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la capacité d'écoute, même si quelqu'un ne peut pas parler. Et une chose très importante, c'est avant toute assistance sexuelle, on met en clair le fait de dire non. Alors, il y a aussi une dimension humoristique. Vous dites, parfois, on se retrouve dans des positions absurdes et on éclate de rire. Voilà. Ouais. C'est ça que j'aime parce que, en fait, la sexualité, c'est la vie, c'est le bien-être, c'est le soulagement. Ouais. Donc, il y a vraiment parfois des situations très drôles aussi. Et j'ai noté que les personnes handicapées aiment aussi rire de leur propre handicap. Alors, au fil des expériences, vous découvrez différents types de personnes assistées. Il y a un homme avec qui vous êtes obligé d'inventer un alphabet pour communiquer. Il est mentalement très handicapé, quoi. Même, on a pu ajouter quelques lettres. Oui, à l'alphabet. Un alphabet personnel entre nous deux. Donc, c'est ça qui fait de l'assistance sexuelle une activité très complexe. Alors, il y a des histoires très émouvantes, évidemment. Vous racontez l'histoire d'une dame qui pesait 20 kilos, 20 minutes pour la placer sur le lit sans lui faire mal, évidemment, parce qu'elle est très fragile. Bon, ensuite, elle vous demande des caresses et à la sortie, elle se met à pleurer. Elle vous dit « J'ai dû attendre 40 ans pour pouvoir goûter à ça. » C'est extraordinaire. C'était un des moments les plus émouvants que j'ai... Pour moi, c'était vraiment dur après de reprendre le film. Mais très récompensant aussi. Extrêmement récompensant, oui. Alors, vous vous occupez surtout des femmes, hein, parce que vous êtes hétérosexuel, donc c'est très clair. Hein, oui. J'ai parlé avant d'un cas masculin. C'est le cas où il avait des problèmes avec sa sexualité, que j'ai pu l'aider, qu'il se masturbe soi-même. Et c'était une apothéose la première fois qu'il a pu faire ça. C'était vraiment... c'était comme s'il avait découvert sa masculinité. Alors, les résultats sont probants, sont positifs. Vous apprenez aux handicapés à aimer leur corps et surtout, ça supprime souvent l'agressivité. Oui. On ne peut pas vivre notre sexualité, on devient frustré, on devient rigide. Et c'est là qu'il y a des violences extrêmes qui peuvent surgir. Et une assistance sexuelle peut vraiment...
donner des soulagements. Alors, il y a aussi un grand avantage, c'est que ça supprime l'inceste. Parce que souvent, les mamans, soit elles masturbent leurs enfants handicapés, soit elles ne le font pas, ce qui est terrible pour l'enfant. On sait qu'il y a beaucoup de parents, surtout les mamans, qui aident dans la sexualité de leurs enfants aînés, adultes. Bien sûr. Ce qui au lieu de résoudre un problème, en pose un autre. Alors voilà, aujourd'hui, vous faites ça 30 à 40 fois par an, hein? Oui, à peu près, oui. En dehors de votre boulot d'ostéopathe. Oui. Hein? Alors, en France, donc, Roselyne Bachelot est opposée à ça. On va l'écouter, d'ailleurs. J'entends la misère de certaines personnes. Vous avez peut-être un fils ou une fille, un petit-fils ou une petite-fille. Est-ce que vous lui conseilleriez ce métier d'assistant sexuel? Pourquoi pas, oui. Eh bien, je ne sais pas. Moi, demandons aux auditeurs d'Europe s'ils conseilleraient cela à leur fils ou à leur fille. Ce à quoi vous répondez, si le fils ou la fille de Madame Bachelot était handicapé, elle aurait sans doute une autre position. Il faut qu'on se rende compte, il faut rien pour que nous, on est dans cette situation. Donc, après, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on fait avec notre sexualité, que tout à coup est tombée en panne, mais en panne gigantesque. Hein. Madame Bachelot, c'est pas le sujet. On ne prend pas, lorsqu'on a des responsabilités politiques, on ne prend pas des décisions par rapport à son fils ou à sa fille qui serait dans cette situation-là. C'est absolument désespérant d'entendre des responsables politiques raisonner comme ça. Mais est-ce que c'est toujours les mêmes clients? La plupart des fois, oui. Oui, parce que étant donné que moi, je assiste des femmes, les femmes aiment bien qu'il y ait une continuité. Et ça crée un lien? Ça peut créer un lien, c'est clair. C'est un discours très, très important. Qui peut être un lien amoureux? Qui peut être amoureux et unilatéral? C'est ça. C'est pas un danger à gérer? C'est un danger, c'est un discours à prendre sur sérieux. Hein? Il faut en parler. Moi, je suis une aide sexuelle. Je suis peut-être même un bon copain, mais je ne suis pas le partenaire. Je suis pas... Il y a quelque chose qui me gêne seulement. Monsieur a donc, il l'a dit tout à l'heure, un cabinet d'ostéopathe qui est sûrement prospère. Est-ce que sa démarche ne pourrait pas être plus humanitaire? Est-ce que cette vocation ne serait pas plus admirable si elle s'exerçait sans argent? C'est dangereux dans l'autre sens, parce que le danger qu'après, s'il n'y a pas d'argent, ça devient trop... oui. Vous voulez dire que c'est l'argent qui est une barrière contre la perversité? Oui. Non, pas contre la perversité, contre l'amour. C'est comme la psychanalyse. Ah oui, c'est exactement pareil. Pour ça, d'ailleurs, que vous appelez vos patientes des clientes, justement parce que l'argent entre en ligne de compte. C'est ça. Et comment ça se passe avec Karine? C'est absolument pas l'activité de l'assistance sexuelle qui se entrepose dans notre vie sexuelle. Il prend quelqu'un pour sa femme. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.